Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. C'est Noël aujourd'hui chez Microciné. On a du très très beau monde, un casting 5 étoiles pour parler d'un cinéaste contemporain, cinéaste qui sensibilise beaucoup de personnes, autant aussi qui parfois même il questionne aussi pas mal il est questionné en tout cas par beaucoup de personnes. Et on va parler d'Edgar Wright parce qu'il a une actualité importante. Son dernier film en date, Last Night in Soho, est sorti il y a quelques semaines. Et j'avais très envie de parler de ce cinéaste que j'ai découvert vraiment là ces derniers temps avec ce film et d'autres films aussi. J'avais envie d'en parler avec trois compagnons que vous connaissez très bien, qui sont déjà venus assez souvent chez Microciné. Kefren qui est critique de cinéma, qui travaille pour Istasia, pour Flickr, je crois. Mais Flickr, je crois que c'est en stand-by actuellement. En hiatus. Un hiatus. En tout cas, Kefren, vous le connaissez très bien. Il était venu pour parler entre autres des films, de certains films de Zack Snyder, mais aussi de Small Axe. On avait parlé de cette trilogie extraordinaire. En tout cas, Kefren, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté cette invitation. Juste en dessous de Kefren, il y a Fouad Benhamou, que vous connaissez aussi, cinéaste, qui en 2010 a fait ce film intéressant, film fantastique, Le Village des Ombres. Il était venu en parler chez Microciné. Et puis surtout aussi, il était venu en parler du doublage, en tout cas l'art du doublage chez nous en France, et ça avait donné une émission incroyable et encore jusqu'à aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me disent merci pour cette émission et je suis constamment obligé de leur dire non, il faut surtout remercier Fouad Benhamou parce que c'est tout grâce à lui. Donc merci Fouad de répondre présent, ça me fait super plaisir. Et celui qui était à un moment le meilleur youtubeur d'Afrique est devenu le meilleur youtubeur de France et puis du monde entier, c'est Monsieur Merege. Alors là c'est génialissime. Comment vas-tu Merege? Ça va très bien. Écoute, je suis très content d'être ici avec vous et de retrouver Kefren et Fouad. Ça fait plaisir. Voilà, en plus, ça faisait un certain temps que tu étais pas venu chez Microciné, donc je suis très content que tu sois là, que tu réponds toujours présent quand je te sollicite. En tout cas, je suis très content. On va parler d'Edgar Wright et on va commencer d'emblée par une première question, bien évidemment, qui est extrêmement provocatrice, mais c'est un pléonasme chez Microciné. C'est un pléonasme. En fait, moi, il y a une question. Elle est très simple. Edgar Wright, pour vous, est-ce que c'est vraiment le génie qu'on entend ici et là, ou c'est tout simplement un bon petit faiseur? Voilà. Qui c'est qui répond en premier? Moi, je peux répondre. Moi, je dirais. Après, c'est toujours le mot génie, c'est un bien grand mot, mais je dirais que oui, c'est quelqu'un qui a du génie en tout cas, en lui. On va développer ça après. D'accord, ok. Kefren, peut-être. Oui, pour le coup, ce qu'a dit Merege, ouais, ça m'intéresse. C'est quelqu'un qui a un certain génie, mais est-ce qu'il fait un cinéma génial? Ça, je pense pas. Excellent, les gars. Ils sont forts, ils savent se parler entre eux. Ils se connaissent. Je crois qu'ils ont l'habitude, quoi. Non, mais moi, la vérité est entre les deux, quoi. C'est que le mec, c'est un faiseur génial, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, le mec, il a presque un côté publicitaire dans sa manière de faire du cinéma, mais il est brillant, mais je trouve que il manque parfois peut-être un petit quelque chose, parce que le mec devrait être au Panthéon avec des De Palma et trucs, et c'est pas le cas. Donc pourquoi? C'est ça la question. Ah, parce que De Palma est au Panthéon. Il est pas... je suis ravi de l'apprendre, mais si tu veux, j'ai pas vu ça, c'était ce matin sur BFM. Non, mais je veux dire, des mecs comme ça qui sont considérés comme des grands maîtres du cinéma. Oui, non, mais je te taquine. Non, mais je me doute. Mais c'est pour ça que je disais ça, c'est qu'en gros, je me dis, mais le mec, quand on voit certaines de ses séquences de ses films, on se dit, mais c'est génialissime. Mais par contre, c'est la globalité, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas. Mais je te repasse la parole, Monsieur Loyal. On va commencer par son dernier film, Last Night in Soho. Beaucoup de gens, même celles et ceux qui ont toujours trouvé en lui, comme tu disais très bien, Fouad, quelque chose d'inachevé, mais qui le trouvait quand même intéressant, mais il y a toujours quelque chose d'inachevé. Il y a toujours pour les détracteurs d'Edgar Wright, c'est bien, mais il y a toujours un mais. Et avec Last Night in Soho, j'ai cette impression, par rapport à ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, que le mais était très souvent un peu effacé et que là on se disait tiens il y a quelque chose de là, là c'est peut-être son film, c'est peut-être
une espèce de conjugaison de tout ce qu'il a voulu faire depuis le début. Et là, il y arrive forcément. Même au niveau du scénario, parce que très souvent, j'entendais ici et là des gens qui disaient que le problème récurrent chez Edgar Wright, c'est que malheureusement, il ne travaille pas toujours avec Simon Pegg. C'est très méchant parce que ça me renvoie à ces grands duos de l'histoire du cinéma comme Marcel Carné et Jacques Prévert. On disait souvent, c'est Prévert, c'est pas Carné. Voilà, des choses comme ça. Et très simplement, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de ce film Last Night in Soho? Est-ce que c'est vraiment une espèce d'aboutissement de quelque chose, ou alors c'est tout simplement, pour le coup, une orientation totalement différente dans le cinéma de la part d'Edgar Wright? Kefren. Il s'est endormi sur sa main. Non, mais je pense qu'il y a un côté d'aboutissement parce que pour son projet de mise en scène et comment dire ça, son cinéma un peu virtuose, un peu fluide comme ça, oui, c'est son meilleur film depuis le début de sa carrière en fait. Si on voit ça d'un point de vue disons technique de réussite commercial, esthético-commercial, oui, c'est son meilleur film. Mais c'est aussi le film qui révèle au final la limite de ce qu'est Edgar Wright, la limite de son cinéma. C'est-à-dire qu'il a un certain problème avec la complexité du réel et pas avec la complexité du réel en tant que soi, mais d'affronter ce qui est plus trouble dans la réalité. C'est-à-dire son cinéma se révèle alors qu'il aborde l'un des genres les plus troubles et les plus complexes, qui est le thriller un peu comme ça, érotique, hitchcockien, de Palmien, ou voire le giallo. Alors qu'il aborde ça, il fait un film ultra lisse et très convenu en réalité dans son déroulé et même dans les images qu'il convoque. C'est-à-dire, le spectateur n'est confronté à aucun trouble, comme ce serait le cas chez De Palma ou chez Argento. Jamais on se pose la question de ce qu'on voit et de ce que ça fait à notre regard et de ce que nous, on désire à travers les images que nous propose Edgar Wright, puisque lui-même semble ne pas s'ouvrir sur les troubles qu'il a de son propre regard, de son propre désir. Il est en quelque sorte coincé dans sa machine, ou disons, comme disait Saad Chakali la dernière fois, dans sa chambre d'adolescent, un peu tourné en rond en fait. Et des fois, il le fait très bien, mais maintenant, c'est devenu évident que c'est très, très, très limité. Alors, pendant la conversation, vous n'êtes pas obligé d'attendre que je vous propose de parler. Allez-y, hein, si vous voulez. Voilà, vous pouvez prendre la parole comme vous le souhaitez. Donc, je vous laisse mettre. Moi, je vais rebondir sur ce que dit Kefren. En fait, moi, j'ai découvert Edgar Wright avec Shaun of the Dead, donc en salle et tout. Et en 2004. Voilà, en 2004. Et j'ai kiffé. Et il y avait vraiment quelque chose un film qui s'adresse vraiment aux tripes, en fait, vraiment au plaisir immédiat, en fait, avec des mouvements de caméra vachement fun, une direction d'acteur vraiment bien maîtrisée. Mais vraiment, ça fait penser à plein de petites séries anglaises comme Misfits ou des trucs comme ça, où il y avait vraiment un esprit anglais très décalé, et en même temps en rendant vraiment hommage au genre du film de zombies, mais vraiment un peu comme Frankenstein Jr., en étant presque aussi bon que les films voire même des fois aussi bon que les vrais films de zombies. Ça, qu'on sent que le mec est sincère. Et je trouve que le mec, dans ses interviews et tout ça, tu sens un gars sincère et qui a vraiment envie de bien faire. Donc là, c'est pour ça que, pour moi, il m'est sympathique, déjà, le gars, à la base. Et je le trouve effectivement brillant. Et pour revenir sur Last Night in Soho, moi, j'ai juste eu une impression de trop plein. C'est-à-dire que il téléguide tellement les choses. C'est-à-dire qu'au début, moi, je suis bluffé. D'ailleurs, comme dans Baby Driver, à chaque fois, je fais... Moi, je suis réalisateur et je me dis, mais je sais même pas comment le mec il fait, tellement c'est brillant. Mais il y a cette sensation un peu de comme quand on prend une tartine de, je vais pas dire Nutella, mais on va dire nocciolata. Au début, c'est délicieux, puis après, tu t'enfiles le pot et tu as envie de vomir, en fait. Et ma problématique, pour moi, il sait pas s'arrêter. Il sait pas aller dans une... Je comprends, par exemple, j'ai écouté la vie de Mérège, je comprends effectivement que lui qui adore le visuel et qui adore la puissance, tout ça, le over the top, enfin beaucoup de choses comme ça. Bah, moi, effectivement, ça m'a emporté au début. Puis parfois, ça me perd parce que, par exemple, j'étais au hall quand je l'ai vu, et le son c'était en 5.1, le son était à donf. Et puis, il y a un moment, je me disais, mais c'est trop, quoi. C'est-à-dire que ça tourne dans tous les sens. Il y avait quelque chose de l'ordre du trop-plein pour moi.
Et pourtant, tout en reconnaissant que je n'ai même pas eu un quart du tiers du talent de ce gars-là, mais par contre, je trouve que il lui reste à faire son chef-d'œuvre, qui sera un film qui sera plus ancré dans le small is beautiful, quoi, moins d'effets. Je pense que un peu la mue qu'a pu faire Fincher, un peu quand il est arrivé à Zodiac, on va dire, quand il a arrêté finalement de tomber dans ses effets, dans machin, et d'être finalement dans de l'émotion et d'être proche des comédiens. Parce qu'en fait, il fait des scènes, il y a des scènes géniales dans Last Night in Soho, mais moi, celles qui m'ont plus plu, c'est les scènes intimistes entre les deux nanas, et tout ça. Dès que c'était intimiste, même la scène finale, enfin, je vais pas spoiler, mais en gros, ça, c'est mais dès qu'il y a trop d'effets, il y a un côté baroque, et au début, c'est bien, puis après, je trouve que c'est trop. Voilà, moi, c'est mon sentiment. Voilà. Écoute, il faut croire que je peux m'enfiler un pot de Nutella sans être écuré. J'ai encore la capacité. Non, ceci dit, moi je trouve ça très intéressant parce que ce que vous dites, c'est un peu vrai. C'est vrai que la plupart des gens, quand j'en parle autour de moi, ils sont toujours en train de pointer du doigt le scénario. Et même dans Last Night in Soho, d'ailleurs, hein, le côté ouais, mais c'est trop facile, les retournements de situation sont trop évidents, etc. Et en même temps, on s'inspire du giallo. Enfin, d'ailleurs, on s'inspire du giallo, effectivement, mais en vérité, on s'inspire parce que c'est Suspiria et compagnie. Ça fait un peu plus film de sorcière de Dario, et du coup, c'est pas des giallo. Je sais pas comment ça s'appelle. Le giallo, c'est le polar, quoi, mais il y a quand même un côté polar. Mais du coup, je sais pas comment ça s'appelle en italien les films de sorcières. Enfin, bref, on s'en tape. Mais bon, énormément de giallo aussi. Il y a des choses qui sautent à la gueule que tu devines instantanément, pas tout le temps, hein, mais parfois tu dis ah ouais, mais c'est lui le coupable, et puis oui, c'est lui le coupable, tu vois. Donc et là en plus il y a deux twists. Moi il y en a un que j'avais cramé, pas l'autre, mais je veux dire quelque part il joue avec toi, il joue avec ses références, et du coup ça me dérange pas foncièrement. En fait, j'arrive pas à m'enlever quand je regarde un de ses films. Je suis vraiment du côté du metteur en scène. Et je suis vraiment en train de prendre plaisir à me dire comment il a fait ce plan. Ah, mais comment il a fait ça? Et je suis vraiment dans sa tête. Et effectivement, c'est vraiment un trip. C'est pour ça que ça plaît pas à tout le monde. Kefren, tu disais un ado coincé dans sa chambre. Je suis un peu toujours un ado coincé dans ma chambre. Et du coup, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle à moi, quoi. Et effectivement, t'as raison, ça manque de trouble. Comparé à un De Palma, par exemple, tu vois, c'est storyboarderman, tu vois, le mec, bim, ouais, mais il le dit d'ailleurs, hein, tout est storyboard. Ouais, tout est cogité à l'avance, il a tout dans la tête, il est là, et il te force, il dit, voilà, tu vas apprendre ça, et c'est tout. Mais en vérité, moi, ça me plaît, en fait, et j'ai envie même de vous dire, entre guillemets, hein, mais pour moi, Last Night in Soho, ça pourrait être un petit chef-d'œuvre pour moi. Mais même si le scénario avait été encore plus pourri que ce que disent les gens, j'aurais quand même kiffé autant. En fait, je m'en fous finalement des petites aspérités, des petits trucs. C'est globalement, en fait, formellement, le tour de manège émotionnel, visuel que ça me fait faire m'emporte complètement. Et moi, c'est ça qui me plaît au cinéma. Donc, je suis complètement en admiration devant la maestria technique. Et pour répondre à la question de Samir au départ, c'est effectivement un aboutissement peut-être formel, parce que le gars devient de plus en plus esthète à mesure que son cinéma progresse, parce qu'il il rencontre des gens, des chefs-op, des Bill Pop, etc. Et du coup, ouais, ça devient de plus en plus beau, et à ce niveau-là, ouais, on peut dire que c'est formellement peut-être un de ses plus beaux, même si j'ai quand même une grosse affection pour Scott Pilgrim à ce niveau-là. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup Scott Pilgrim. Oui, mais pour revenir sur ce que dit Mireille, je suis aussi d'accord, mais même chez De Palma ou dans le giallo ou des choses comme ça, on n'est pas là pour suivre un grand scénario. Je veux dire, c'est pas Aaron Sorkin, des choses comme ça. On n'est pas là pour ça. Mais même dans sa virtuosité, et justement formelle, il manque un trou. Par exemple, De Palma, c'est aussi très virtuose. Il y a aussi des mouvements de caméra extrêmement géniaux, extrêmement ostentatoires, mais ils sont au service de quelque chose qui est plus profond, qui est le regard de Palma lui-même sur le monde, sur les femmes, et plein de choses comme ça. Ouais, c'est beaucoup plus trouble, mais trouble, c'est très bien à trouver. C'est-à-dire que, et même le film cite parfois Polanski, et justement là, ça a son grand désavantage, parce que Polanski, c'est un grand cinéaste du trouble et de la paranoïa. Et par exemple,
le film cite à des moments des mains qui sortent du sol, etc. C'est dans Répulsion de Polanski avec Catherine Deneuve, etc. Exactement. Et il n'arrive jamais justement au niveau de Polanski qui je peux pas m'empêcher de penser que c'est justement parce que il est dans cette zone confortable, etc., qui n'est pas le cas de tous ces cinéastes, aussi bien dans leur vie que dans la place qu'ils occupaient dans l'industrie, dans le cinéma à l'époque, et de qui ils sont dans la réalité. C'est marrant parce que moi, le mal dans le plancher, j'ai vu Inferno de Argento, j'ai pas vu Répulsion de Polanski, tu sais, le plancher qu'on arrache et non, je parle des scènes des mains et des choses comme ça qui sortent des murs. Mais voilà, parce qu'il y a carrément des plans pompés sur Inferno dans le film. Oui, mais il y a même, c'est évident, il y a un moment, elle va dans une discothèque qui s'appelle Inferno, c'est marqué, c'est sûr. C'est une de ses voilà, mais justement, la place qu'occupent ces cinéastes, c'est parce que eux-mêmes, disons, je vais être un peu caricatural, mais ce sont des hommes adultes qui affrontent des questions d'hommes adultes. Et j'ai pas l'impression que Edgar Wright soit à ce niveau en réalité. C'est-à-dire que Polanski fait le locataire, etc., et qui montre, parce que le locataire peut vraiment être comparé à Last Night in Soho, parce que c'est justement un homme qui vient d'arriver à Paris et qui est décalé par la vie parisienne au point de glisser dans la folie, au point de devenir lui-même... Bon, je vais pas spoiler, mais voilà. Et il y a ça aussi dans Last Night in Soho, et comme le dit Fouad, il y a un côté agressif, mais que je comprends parce que c'est ce que le film essaye de transmettre, c'est-à-dire elle arrive dans la ville et tout l'agresse, le son est trop fort, les lumières sont trop claires, mais ça c'est son rapport à la ville. Ça je le comprends, mais même là c'est trop didactique, c'est-à-dire je veux dire ok, mais on pourrait aussi nous dire qu'elle aime ça d'un côté et qu'en même temps, mais non, c'est trop, il n'y a pas la dualité qui fait des vraies personnes en fait. Lui, il fait des espèces de personnages, d'archétypes de cinéma qui servent des fonctions comme ça, et j'ai pas l'impression qu'il lui-même soit investi dans l'œuvre à travers son propre regard, sa vision de la société ou même juste son regard sur les femmes, en fait, sur les actrices, qui est le truc central du cinéma de Palma, de Hitchcock, du Giallo, etc. C'est-à-dire ce sont quand même des hommes qui regardent des femmes d'une certaine manière, et à nous de savoir est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, ou qu'est-ce que ça nous procure comme émotion. Et j'ai pas l'impression que Edgar Wright me laisse même choisir si Thomas Mackenzie, je la trouve jolie, ou je la trouve désirante, ou même si elle pourrait m'attirer, et même son personnage, elle-même, la manière dont elle écrit, elle n'a même pas de sexualité. Non, mais carrément. Elle ne représente aucune puissance érotique, son corps ne voit rien, c'est juste un personnage de scénario. Non, mais c'est comme si De Palma était un adulte et Edgar Wright un ado éternel. Mais vraiment un truc comme ça. Et d'ailleurs, les adultes dans le film, ils n'ont pas de visage, ils font help me, aide-moi à être adulte, tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois. Je suis complètement d'accord, je suis d'accord. C'est très marrant parce que vraiment, il y a vraiment ce côté parfois avec lui un peu rire enregistré. En fait, tu vois, l'émotion est téléguidée par tout le dispositif qu'il met en place. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien des fois qu'on me laisse aussi un peu être porté par mes propres émotions qui sont générées par des situations et non pas par quelque chose de très balisé. Et je trouve que le fait qu'il storyboard tout, qu'il a envie de singer des grands auteurs adultes pour le coup, et il le fait vraiment avec talent. Ses plans sont brillants. D'ailleurs, quand on pense à Baby Driver, t'en parlais Samir, c'est vrai qu'au début, t'es sur le cul, puis après, moi j'en parlais avec un copain qui a pas aimé le film, je dis mais pourquoi t'as pas aimé? Parce qu'il me dit au début je trouvais ça génial, puis après j'ai vu que ça allait durer 2 heures comme ça tout le temps. Ça m'a saoulé en fait, parce qu'après il a vu la poursuite qui renvoie à celle de Reservoir Dogs, les trucs qui renvoient à Tarantino, enfin toutes les références du gars qui sont à chaque fois régurgitées avec talent, mais dès qu'il s'agit d'être dans des champs contre champs à lui, il n'y a pas quelque chose de dingue pour l'instant moi je trouve qui se passe quoi. Et c'est là, c'est sa personnalité qui doit transparaître dans ces trucs là, et je trouve que justement le mec est ultra référentiel, il le fait bien, mais moi je trouve qu'il lui manque un peu encore un fond, une profondeur quoi. Et c'est pour ça que je suis pas ému moi quand je vais voir ces films. Là tu parlais d'érotisme et tout, mais il y a aucune, enfin moi j'étais, tu vois, je repense à la scène d'amour dans Mulholland Drive entre Naomi Watts et l'autre nana là, mais laisse tomber, dans la salle j'en pouvais plus quoi. Mais là
Enfin, c'est pas, c'est purement graphique, ça reste en surface, c'est joli, c'est beau à regarder. Je te comprends, Mirage, hein, parce que effectivement, c'est un mec qui sait flatter les réalisateurs. Donc, par exemple, tu vois, mais le public n'est pas fait que de réalisateurs ou de gens qui aiment comment les caméras sont, les plans sont faits et tout, quoi, tu vois. Enfin, Non, il s'est flatté au cinéma. Juste une question, parce que après tu continues Mirage, mais en fait c'est juste, je glisse comme ça une idée. Pratiquement tous les personnages dans les films de Edgar Wright, ils ont un rapport au réel qui est très particulier et très mystérieux. Et ils aiment bien aussi se sentir invincibles par le biais de références culturelles, que cela soit cinématographique, on en a parlé, mais aussi musicales, énormément. Et est-ce que et il y a comme ça aussi une idée que finalement on ne se met pas en danger. Et on reste sur quelque chose qui est assez acquis. On se protège en tout cas. Et on se protège, on veut pas se mettre en danger. Et au moment où tu sens qu'il y a possibilité de se mettre en danger, c'est-à-dire d'ouvrir la fenêtre et de voir un petit peu ce qu'il y a dehors, donc le monde, le réel, tout ça, et qui peut aussi nous servir aussi à comprendre un peu ce que nous sommes et comment nous vivons, là il s'arrête. Et là j'ai un exemple, et après on pourra continuer à en parler, vous direz, c'est dans son quatrième film, qui date de 2013, le Dernier pub avant la fin du monde, qui est le troisième et dernier film de la trilogie Cornetto qu'il a coécrit avec Simon Pegg. Il y a toute une partie que je trouve particulièrement émouvante, très intéressante pour le coup, où l'on voit tous ces personnages qui n'ont pas forcément grandi réellement, dont un qui n'a pas du tout grandi, qui sont à peu près quadragénaires et qui ont vécu les années 90, ils étaient étudiants, et en fait il y a comme ça, voilà, et Edgar Wright les regarde, ils sont là, ils sont beaux, et en même temps ils sont indécis. Il y a cette musique des années 90 qui revient, et c'est très émouvant parce que on a l'impression pour celles et ceux qui ont vécu les années 90, on a l'impression de se revoir, et en même temps on dit tiens, c'est intéressant parce que là pour le coup on est vraiment dans le réel. Et je me dis, est-ce que parce que Edgar Wright n'est pas seul dans la construction, dans l'élaboration du scénario, donc il est avec quelqu'un d'autre, ça donne une possibilité, ça donne un côté binôme, ça donne le fait que le film à aucun moment est bancal, qu'il ne boite pas, qu'il est assez fluide. Et puis au moment où ça devient extrêmement important, c'est-à-dire quand il y a une femme qui rentre dans le jeu. Ça, il y a un rapport avec la femme dans les films d'Edgar Wright qui est très, enfin, il faudrait vraiment se poser la question. Au lieu de continuer d'explorer tout ça, toutes ces zones d'ombre, le film prend une autre orientation qui est plutôt le film de genre, le film d'extraterrestre, zombie, tout extraterrestre. Et là, ça devient quelque chose. Et c'est bien fait, certes, mais c'est dommage, c'est ça. Et je me dis, mais j'ai rarement vu un cinéaste qui a autant peur du réel et qui se garde de vouloir, qui veut absolument se protéger de tout cela en restant dans des choses que nous connaissons qui sont extrêmement calibrées. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'un film d'Edgar Wright, on est toujours obligé de faire des comparaisons avec d'autres films, de solliciter des cinéastes. Et moi, ça m'emmerde un peu parce que c'est bien de partir sur des référents. Tout le monde le fait, c'est très très bien. Enfin, c'est Cocteau qui disait il faut s'inspirer. Mais à un moment, il faut avancer. Et là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et je trouve que le dernier pub avant la fin du monde, il y avait ce moment où on pouvait avancer et non. Mais en fait, pardonne-moi, mais c'est quand même, c'est comme si tu demandais à John Woo d'arrêter de faire des gunfights. C'est-à-dire que lui, il a envie de ça. Enfin, encore une fois, je me mets à sa place. Il a envie d'expérimenter formellement, visuellement, d'essayer des trucs. Et c'est pas du tout les champs contre champs qui l'intéressent, il s'en bat la race. Il veut expérimenter, et pour pouvoir expérimenter, il faut faire des combats, il faut dans le dernier pub, il faut enlever des têtes, il faut pouvoir faire des chorégraphies de combat dans des espaces confinés avec des clés de bras, tu vois. Et ça, tu peux pas du tout le faire si c'est des gens qui se parlent à une table, tu vois. C'est juste que ça l'intéresse pas, en fait, je pense. Et que du coup, c'est dommage parce que tu sens qu'il pourrait faire un truc super. Je suis d'accord, il pourrait très certainement, et il le fera très certainement un jour. Mais pour le moment, il a envie de s'amuser. Tu penses que ça n'intéresse pas avec tout ce qui en tout cas, j'ai pas dit que ça l'intéressait pas. En tout cas, je pense que ce qui l'intéresse plus pour l'instant, c'est de faire tourner sa caméra partout, quoi. Il a envie d'expérimenter à mort et de s'amuser et au bout d'un, tu vois, il n'est pas encore maître de son art, je pense, à 100%, et il veut, aller jusqu'au bout du truc. Puis après, une fois une fois qu'on a atteint les limites d'un truc, on redescend et puis on arrive à doser un petit peu mieux.
Mais je pense que ouais, il a envie d'expérimenter, il a envie de s'amuser, il a envie de créer des scènes, des séquences mémorables avec des mouvements de caméra mais l'expérimentation ne passe pas forcément par cet aspect de la technique. L'expérimentation passe aussi chez lui, tu vois. Quand même. Mais le problème c'est ça, c'est que moi j'ai l'impression que dans les films que j'ai vus, il y a souvent deux Edgar Wright. Il y a celui dont tu parles, et il y en a un autre qui est très intéressant et qui est très sensible, qui a qui fait dire des choses à ces personnages qui sont assez intéressants, qui sont même très beaux. Donc tu te dis, le film me ment pas, le film me dit quelque chose, mais je sais pas pour quelle raison. Bah si, je sais, c'est qu'à un moment ou à un autre, Last Night So, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir aller très très loin, mais vraiment très très loin. Et moi, je trouve qu'il y a des moments, il s'arrête parce que j'ai l'impression qu'il se protège, comme tu le disais très bien, Mireille. Et à un moment, moi, ça m'emmerde qu'un cinéaste ne me donne pas un peu son rapport au monde. Ouais, mais tous ces personnages mais son rapport autistes. C'est exactement lui ça. Lui aussi, il est un peu autiste, quoi. Il a son Walkman sur la tête. Et il se protège du réel, quoi. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que pour moi, c'est vraiment un cinéaste qui est dans le contrôle, en fait, qui est vraiment dans le contrôle. Et c'est vrai qu'il faut remonter à l'origine de sa cinéphilie où le mec, il était il aimait aller au vidéoclub. Et en fait, un des premiers films qu'il a vu et qu'il a adoré, c'était Délicatessen de Caro et Jeunet. Donc, pour moi, ça raconte quand même pas mal de choses. Parce que c'est un peu le film qu'il a lancé, qui est quand même un film très formel, avec des plans hyper construits. Alors, c'est un film français, mais quand même, certains auraient pu le décrire en mode, ouais, c'est quoi cette espèce de bande démo de mise en scène? Et surtout, vous parlez d'autisme, mais regardez Jeunet, quoi. Enfin, peut-être à part sur certains films type Amélie, mais il y a quand même un côté chez Jeunet, un côté un peu autistique, à faire des plans, à bouger la bouteille, à faire attention, il faut qu'elle soit là. Et c'est vrai on sent qu'il y a ce truc-là, et je pense que c'est un gars qui se protège du réel, parce que je pense pas qu'il est fan du réel. Il a été élevé dans un petit bled anglais, au ciel bas et lourd, un peu relou, il se faisait bien chier. Il avait ses potes, d'après ce que j'ai lu, il était avec ses potes, genre Simon Pegg, des gens comme ça, qui justement ont un vécu. Donc c'est ce qui t'a plu dans le film, je pense, Le Dernier Peuple avant la fin du monde, c'est que là d'un coup c'est un peu autobiographique et d'un coup il va chercher quelque chose qui est de l'ordre du personnel, mais en fait en même temps tout en ayant peur de grandir, en fait, tout en voyant, bah ça y est, on n'est plus des jeunes, ça y est, maintenant on a vieilli, et voilà, il y a quelque chose qui l'angoisse, et puis rapidement il repart dans du fun qu'il fait kiffer dans son cinéma. Mais tu sais ce que ça donne? Tu sais ce que ça peut donner? Ça peut donner des personnages, malheureusement, comme vous l'avez très très bien dit, asexués, ce qui est un comble pour une œuvre d'art, et ça donne aussi non pas un rapport au monde, mais ça donne un rapport à la télévision. Et moi, le monde n'est pas la télévision. C'est ça quand je te parle du réel. C'est pas le fait que j'ai envie de voir mon quotidien dans un film. C'est pas ça. Mais ce que j'ai envie de voir, c'est surtout lui, son rapport au monde. Et je le trouve, pour le coup, assez étriqué. Et c'est dommage. Le Locataire, qui est un bel exemple, là, tu vois Polanski qui se met en danger, mais perpétuel. Bon, après, c'est vrai qu'il avait une carrière derrière. Et puis, il a aussi une histoire privée qui est assez particulière. Je l'entends bien, ça. Mais, c'est beau de voir un cinéaste qui doute et qui n'est pas forcément dans la perfection de ses plans, dans la maîtrise totale. C'est beau de voir ça aussi, parce que nous-mêmes, nous sommes des spectateurs, donc par nature, nous sommes là aussi pour douter un peu. Et mais jamais les films, c'est trop brillant. Ces films sont extrêmement trop brillants, et ça pose parfois des questionnements. Ils finissent par être finalement redondants. Peut-être qu'il y a un truc d'un complexe d'infériorité, tu sais, genre on a vécu à la campagne, un petit peu chez les bouseux, je dis ça, c'est pas méchant, hein, mais tu vois, le truc de prouver que c'est pas parce qu'on vient de là qu'on peut pas faire, tu vois, même tu prends Haute-Feuse, tu vois, c'est tourné dans sa ville natale. Hein. Voilà, c'est tourné dans sa ville, et pourquoi dans ma ville natale où il se passe rien, il pourrait pas se passer des scènes d'action de ouf, des gunfights, tu vois. Et il a peut-être, enfin, tu vois, on sent qu'il a un truc un désir de faire comme ses idoles, comme Hollywood, comme le cinéma qu'il adore, tu vois, et qui veut prouver ce truc-là aussi. On sent qu'il rêve d'Hollywood. C'est pour ça que le réel, ça le fait. Enfin, je pense que sa réalité l'ennuyait et qui s'évadait avec des trucs over the top et qui continue encore aujourd'hui, en fait. Mais tu sais pourquoi on est frustré, c'est parce qu'en fait, en regardant ces films, on pressent le potentiel d'un grand cinéaste, et du coup, on le voit pas venir. Limite, tu vois des films de faiseurs, t'en as rien à foutre. Mais là, tu te dis, ah purée, le temps de ce plan, le temps de cette scène, il y a un auteur génial qui se cache derrière finalement tous ces
toutes ces techniques, quoi, toutes ces béquilles en fait visuelles et même artistiques, enfin ces références. Et moi je trouve que c'est dommage que à chaque fois je me dis ah putain cette scène elle est top et tout, puis derrière je suis frustré moi souvent quand je vais voir ces films. Voilà. Mais Kefren, je te laisse la parole, je sais que tu avais envie de parler. Oui, non, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je crois pas trop qu'il y a une dichotomie, qu'il y a une opposition entre le réel et ce qu'il tente de faire. Je crois surtout que lui, il n'arrive pas à se placer dans le moment où il y a la porosité de l'un sur l'autre, où sa virtuosité pourrait être contaminée par une vraie émotion ou quelque chose de plus viscéral ou des choses comme ça, comme le font les cinéastes qu'on a cités, c'est-à-dire comme Polanski ou si on regarde Le Locataire, c'est un film extrêmement virtuose. C'est-à-dire, il y a des trucs de miroir, des machins que même Polanski veut même pas expliquer aux gens parce qu'il dit lui-même croit que oui, seuls les vrais savent en quelque chose. Même Polanski dit quelque chose comme ça, il dit il y a des plans, les vrais savent. Et pourtant, le film est contrairement comme ça contaminé par son espèce de paranoïa, son obsession qui vient de sa propre vie, etc. Et je pense que Edgar Wright ne laisse pas ça transparaître ou simplement qu'il n'a rien à laisser transparaître en réalité. C'est que c'est quelqu'un qui n'a rien à dire sur rien du tout. En fait. Voilà. Mais tu sais, c'est intéressant. Bien sûr qu'il a vu des films, il a vu beaucoup de films, etc. Mais il n'a rien à dire. Et il n'a même pas quelque chose à dire sur le cinéma qu'il a vu en fait. Et c'est ça, c'est ce qui fait que il est en dessous d'un Tarantino qui a la même cinéphilie que lui, qui a le même rapport au cinéma que lui et qui pourtant ne cesse de par une sorte de virtuosité de commenter le cinéma qu'il a vu, l'histoire du cinéma, les images en général. Edgar Wright, c'est une espèce de sous-Tarantino, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans le même espace que Tarantino, mais qui n'arrive même pas à concevoir qu'il est dans cet espace en fait, qu'il est dans cette... Il croit que le but ultime, ce serait d'être, depuis ma campagne, je veux faire comme Michael Bay dans Hot Fuzz. Il le fait, il fait des plans comme Michael Bay. C'est du pastiche. Le pastiche, c'est pas péjoratif, c'est quelque chose qui est dans l'histoire de l'art très reconnu, c'est-à-dire de pouvoir stylistiquement prendre des éléments d'autres auteurs et de les faire reconnaître sans que ce soit du plagiat ni de la parodie. Certes, il a cette technique, il est virtuose, etc. Mais Tarantino aussi, sauf que Tarantino va beaucoup plus loin. Je trouve si je n'aime pas tous les films de Tarantino, même j'aime pas la majorité de ses films, mais par exemple, pour prendre un film que j'aime pas, dans Django, au moins Tarantino, il fait un truc, c'est que il va à un moment parodier Naissance d'une nation dans un film sur le western, etc. Même si c'est grossier, même si c'est complètement con, etc. Lui, quand même, il va ramener le truc à la réalité. Il dit quand même, il y a du racisme. Je vais essayer de le traiter, même par des moyens un peu autiste, un peu formel, voilà, je vais faire une parodie de Naissance d'une nation au sein de mon film, etc., etc. Il le fait quand même si c'est débile, même si c'est... Edgar Wright n'arrive jamais au niveau où il pourrait faire ça. C'est-à-dire, il est toujours vraiment omnibulé dans son petit délire, etc. Moi, ça me dérange pas l'artiste autiste, l'artiste piégé dans son truc, mais qu'il soit au moins assez radical pour nous faire ressentir sa propre obsession, sa propre mania, sa propre folie d'artiste. C'est-à-dire, il est même pas assez radical pour que je me dise ah putain, il a vu tellement de trucs que là, il allait dans une abstraction, je sais même pas ce qu'il essaie de faire. Voilà, alors, que disent ces films alors en général? Qu'est-ce ces films? Mais moi, je voulais conclure sur justement, c'est pour ça que moi, je pense que son meilleur film, c'est Scott Pilgrim. Oui, moi, je suis parce que Scott Pilgrim fait parfaitement l'alliance de tout ça, et Edgar Wright semble avouer lui-même qu'au final, comme dans le dernier plan de Scott Pilgrim, toute sa mise en scène du monde, du réel, à travers les jeux vidéo pour Scott Pilgrim, qui met tout le réel devient du jeu vidéo pour lui, ne sert qu'à être fier de lui. C'est-à-dire, au final, c'est même pas pour avoir la meuf qu'il fait ça, pour sortir avec la femme, c'est juste, ah, je veux être fier de moi, je veux me retrouver moi-même. Bah, c'est ça, Edgar Wright. Mais cette émotion, elle est assez minime, en fait. Elle est adolescente, je veux dire, grandis un peu. C'est bon, on a compris. Avoir confiance en soi, c'est quelque chose, je dis, très bien. Et après, et la suite, je veux dire, c'est pas la vie, c'est beaucoup plus complexe que ça, je veux dire. Et c'est pour ça que Scott Pilgrim, je me dis, au moins, il avoue dans Scott Pilgrim que c'est sa limite. C'est-à-dire, toute sa virtuosité n'est mise en scène que pour lui dire, au final, je veux être un avec moi-même. Je dis,
très qu'il bien. fait. Mais après, Mais finalement, enfin, je sais pas, vous dites qu'il a rien à dire, mais parce que tu demandais qu'est-ce que ça raconte. Ben, ça raconte toujours un peu la même chose. Pour moi, c'est des persos qui deviennent adultes, en fait. Qu'on a une difficulté à affronter le monde, à devenir adultes, qui sont plus ou moins autistes, adolescents, et qui, ouais, c'est lui. oui, quoi. mais En c'est fait, trop et convenu, en fait. Non, mais je suis d'accord, mais peut-être que, parce qu'on dit il a rien à raconter, c'est pas vrai, peut-être qu'il raconte toujours la même chose, plus, tu vois. Mais, Ouais. Mais par il a exemple, quand même un truc à dire. à la fin de Baby Driver, ça me termine. Le mec va en prison tout seul. En fait, je me dis, quoi, t'as vécu tout ça, etc. Et tu Ouais, vas en ça, prison, en fait. Tu te rends compte ça. Je me dis, mais non, sois dans la folie. Alors, non, Kefred. Là où il est, c'est pas de la prison. Hein. Là, pour le coup, là encore, on n'est pas dans le réel. Hein. Non, C'est pas une prison, ça. J'aimerais bien être en prison comme ça, moi aussi. C'est marrant d'ailleurs que vous parliez de Baby Driver. Oui, mais même symboliquement, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que au final, son personnage qui était un marginal, sa seule envie, c'est de retourner à la société et en plus par le pire des moyens, c'est de dire je vais aller en prison moi-même. Je dis putain, mais c'est vraiment une idée de mec qui n'a jamais rien vécu, ça de se dire finalement mon perso, après tout ce qu'il a vécu, il va aller en prison, voilà, tout seul. Je dis non, t'es fou, fais-lui faire un truc de ouf, fais-lui partir avec la meuf, je sais pas, t'as pas de rêve en fait, t'as pas de trucs. Moi j'ai cru que ça allait faire comme Thelma et Louise, qu'il allait se jeter dans le vide ou qu'ils allaient faire bonne idée. Voilà, on attend un mystère poétique de son truc. Il n'est pas assez subversif pour vous. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu regardes comment il a cogité Baby Driver, pour moi c'est révélateur. Il explique lui-même, il dit j'avais 8 morceaux musicaux, que j'avais les droits, j'ai écrit mes scènes en fonction des 8 morceaux musicaux. Puis après, il a récupéré les morceaux musicaux de 36 morceaux et il a créé des liens entre les différents morceaux. C'est marrant de voir le processus, c'est-à-dire que, pour revenir à ce que disait Samir, oui, je suis d'accord avec toi, Merèche, par rapport au fait que voilà, le mec, il parle de personnages qui ne veulent pas grandir de ça, mais à la base, tu regardes l'ADN même par exemple, de Baby Driver, le mec, il veut aller faire un film aux États-Unis et l'origine même, ce qu'il a à dire, c'est pas non plus grand chose. C'est il adore les musiques, il kiffe les musiques. Tiens, je vais faire des scènes en fonction des musiques. Et au début, pour nous qui sommes réals ou pour ceux qui sont réalisateurs, tu es dans la jouissance. Tu fais putain, tous les rythmes, c'est génial, les plans, c'est génial, machin. Mais au final, effectivement, moi je regarde Reservoir Dogs, il se passe quelque chose, quoi. Enfin moi, même si c'est un remake et tout, tu vois, je suis bouleversé, il y a des trucs, un truc shakespearien avec le mec qui trahit l'autre, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui convoque quand même des figures, enfin des films qui sont finalement, je sais pas, des films de zombies, des films policiers d'action, des courses-poursuites, même des giallo, tu vois. Bon là je vais pas me faire que des copains si je dis ça, mais je veux dire, c'est quand même entre guillemets des sous-genres, tu vois, des trucs. Donc il joue avec des choses qui sont pas extrêmement profondes à la base non plus, tu vois. Oui, mais Kefren disait que c'était le roi. Je suis pas d'accord parce que le dialogue c'est très profond. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Alors, juste, c'est magnifique, mais essayons de rester un peu sur Edgar Wright et ses films, même s'il y a des références à d'autres, mais sinon, si on commence à parler de Giallo, là, là, ça va être compliqué. Non, mais c'est intéressant. Essayons de rester un peu sur ça. Dans ses interviews, il le dit, il dit, en fait, qu'il a un amour profond pour tous ces genres et il leur rend hommage jamais en les parodiant. Donc, lui, il fait pas de la parodie, ce que disait Kefren, il fait du pastiche. Oui, il fait du pastiche. Il l'a très bien dit. Mais le problème, ça fait penser, il a un mec qui a beaucoup moins de talent en France, s'appelle Azanavicius, là, qui pour moi, effectivement, fait des pastiches Non, mais il a 1000 fois moins de talent, on est d'accord. Mais tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de, elle est où? Qu'est-ce que tu es toi en tant que réalisateur? Je veux dire, un mec comme par exemple comme Fincher, au bout d'un moment, je sais pas, il y a quelque chose quand même depuis Alien 3 qui s'est vraiment, je sais pas, qu'il y a quelque chose il y a un vrai auteur, il y a un vrai message maintenant qui est arrivé dans ses vies. On aime, on n'aime pas son cinéma, mais enfin, il y a du fond. Enfin moi en tout cas, moi je suis touché par des choses, alors que des fois il parle dans Zodiac, il parle de plein de choses, tu vois, ça fait penser à Memory of Murder. Enfin il y a vraiment ce côté, on parle de l'autopsie d'un ratage. Enfin tu vois, tu vois, moi je préférais le premier Fincher. Je préférais le Fincher Clipper, Fincher fou, que le Fincher figé, glacial. Maintenant, si votre projet c'est de me faire un Edgar Wright glacé, j'ai pas trop envie. Non, mais regarde. C'est intéressant. C'est intéressant ce que dit Merèche par rapport à Fincher, parce que j'ai toujours eu cette sensation avec Fincher, c'est que moi, il a fallu Zodiac pour que je me réconcilie vraiment avec lui, parce que je trouvais que
que ces précédents films étaient vraiment des exercices de style, même le fameux Seven, mais que j'avais cette impression que il y avait l'histoire et il y avait une construction narrative, mais qu'il y avait des moments, il n'avait pas forcément tellement confiance en cette construction narrative et donc qui se permettait des digressions visuelles et ça donnait quelque chose de très bourratif comme tu l'évoquais au début, Fouad. Il y a une scène dans Baby Driver qui aurait pu être très très belle. C'est la scène où Baby rencontre pour la première fois Debbie, je crois. Ouais, c'est ça, Debbie. Et donc ils sont dans l'espèce de resto là, de snack et en fait quand tu les entends parler tous les deux, c'est elle qui gère la scène, c'est elle qui lui parle, c'est elle qui alimente l'histoire, c'est elle le fil conducteur. Et en fait je me disais mais c'est ça qui à un moment peut manquer à Edgar Wright. Et Dieu sait que je suis pas féru de la règle du scénario, le scénario. Mais je me disais, c'est ça qui manque peut-être parfois chez Wright. C'est ce qu'il avait avec le Cornetto, c'est-à-dire qu'il avait un mec qui écrit et qui a une manière de travailler le rythme, de donner des couleurs, de donner de la consistance aussi au personnage. Et il y avait quelque chose qui faisait que le scénario, même on l'oubliait, ça donnait un truc peut-être plus. Comment elle se termine cette séquence? Elle se termine sur elle qui s'en va et elle chantonne la chanson Beya Beyi de Carla Thomas. Ouais. Et lui, il fait, c'est quoi cette chanson? C'est la seule fois où il commence à être un peu plus, on le sent vivant. Et là, je me dis, c'est lui, c'est Edgar Wright. Edgar Wright, ce qu'il attendait simplement, c'est cette possibilité de pouvoir faire cette très belle transition en mettant la musique de Carla Thomas et le bruit du sillon sur le vinyle. C'est ça qui l'intéresse chez Edgar Wright. Et quand ça devient trop insistant, ce côté technique, je trouve que ça peut lui donner au film un sentiment bizarre. C'est que Baby Driver, quand tu vois comment ça commence, Last Night So, comment ça commence, tu te dis, c'est un film qui ne peut que aller dans tous les sens, partir en vrille et nous donner un regard complètement acidulé sur tout ça. Et en fait, ça finit par devenir poussiéreux comme film. C'est Baby Driver et Last Night So, finalement, c'est de la poussière. Finalement, c'est périmé. Ça finit par être périmé, ces films. Alors que ce sont des films qui sentent le dynamique, qui sentent l'ouverture. Mais ça finit à périmé et poussiéreux, sans déconner. Moi, je dirais pas que c'est périmé. C'est comme ça que je ressens le truc. Ça devient confus. Je veux bien manger du périmé tous les jours. Allez-y. D'accord, mais c'est du périmé. L'éducation du périmé. Non, mais en fait. C'est intéressant ce que tu dis, Samir, parce que pour moi, c'est pas, je vois, je veux dire, c'est que c'est complètement, comment dire, sans substance, quoi. C'est-à-dire que ça s'évapore, c'est pas poussiéreux au sens ancien, c'est plutôt en sens d'un coup, mais en fait, tout ça, c'était du vent, en fait, tu vois. Et c'est intéressant. Quand tu regardes, justement, j'ai revu, là, pour préparer cette émission, j'ai revu le premier Shaun of the Dead. Effectivement, il y a des ruptures émotionnelles et tu sens, alors je sais pas, je suis pas dans le détail du scénario, mais quand par exemple il est dans la bagnole avec son beau-père et qu'il y a une sorte de rupture comme ça émotionnelle, bah il y a quelque chose de l'ordre du réel alors qu'on est en pleine scène d'action, de machin et tout, et on sent que il y a un peu plus d'âme, en fait, il y a un peu plus d'âme, quelque chose d'un peu plus personnel et voilà. Après là, moi sur Baby Driver, encore une fois, c'est un film que moi j'ai kiffé au cinéma, mais comme je sais pas, je mangerais une bonne pizza, quoi. C'est-à-dire, elle était délicieuse cette pizza. Puis après, malheureusement, après on en reparle. Par contre, Scott Pilgrim, ça m'est resté parce que je sais pas, Michael Cera, je trouve qu'il est hyper touchant. Il y a quelque chose de tout ce qu'on a décrit depuis le début, c'est-à-dire l'éternel adolescent qui veut pas quitter sa chambre et puis finalement qui transgresse, enfin qui s'invente son propre monde. En fait, ce qu'avait un peu raté l'autre là, comment il s'appelle cet acteur là, merde. Vous savez ce film où comment il s'appelle, Cable Guy, vous voyez cet acteur Disjoncté, Ben Stiller et Jim Carrey. Ben Stiller, le film qu'il a fait Ben Stiller où il part dans le monde et tout. Moi je trouve qu'il avait un peu raté. Alors dans Scott Pilgrim c'est réussi. Vraiment ce côté genre la réalité d'un coup, allez ça me fait chier la réalité, du coup je vais voilà, ça va être un jeu vidéo, il va y avoir des combats, ça va être génial. Mais ça fonctionne parce qu'il y a des répétitions et les répétitions sont un élément de mise en scène dans le film. Ça fait partie du film, je pense. Pourquoi Scott Pilgrim fonctionne. Oui, il y a la répétition, il y a les différentes épreuves qu'on a dans le jeu vidéo. Et il y a quelque chose il y a la fille, moi je trouve pour le coup, c'est son personnage féminin le plus réussi de tout son film, de toute sa cinématographie. C'est vraiment ce que fait Mary-Elizabeth Winstead là. Je la trouve hyper touchante cette nana dans l'histoire. Il lui court un peu après. Je sais pas, c'est hyper sincère. Et moi je trouve ça super. Il essaye de lui prouver son amour
en transcendant sa condition et en dépassant tous les ex qu'elle a pu avoir. Ouais, c'est hyper drôle. Non, mais t'as l'impression que c'est très personnel. Non, mais c'est moi, on en revient finalement à ce que vous dites, c'est que là, on a l'impression vraiment c'est son. Pourtant, ça raconte pas rien pour moi. Hein. Enfin, je sais pas. Non, mais j'ai l'impression que là, il parle beaucoup dans Scott Pilgrim, mais c'est pour ça que pas mal d'entre nous préférons ce film, parce que là, il parle vraiment de lui à travers cette BD qu'il a adaptée. En plus, j'ai regardé la BD sur Internet, ça n'a rien à voir, donc il se l'est vraiment approprié. Et il parle vraiment de lui, de son rapport aux nanas, et c'est marrant quand tu le vois en interview, c'est vraiment l'inverse du réalisateur, tu sais, qui serait hyper cérébral, tu sais, il est assez beau gosse, il respire le solaire, le truc comme ça. Et je me demande s'il a tant de problèmes que ça dans sa vie, finalement, pour faire un cinéma aussi torturé que celui de Polanski, ou celui de Polanski, sa femme s'est fait massacrer, De Palma, bon voilà, on sait que le mec, il a quand même un rapport voilà, à la violence, à la sexualité qui est quand même complexe. Et là, t'as l'impression qu'Edgar Wright, ouais, c'est pas qu'il est lisse, mais il est un peu lisse, il a un visage d'ado encore. Non, mais tu vois, et tout va bien, quoi. Je veux dire, tout va bien. Donc, du coup, il fait un film où il fait des références. Il veut créer. Dans le dernier, c'est flagrant, tu vois. Il y a vraiment, on va singer les drames et tous les problèmes psychanalytiques de tout le monde. Sauf que pour lui, il n'en retient que l'aspect extérieur, en fait. Mais il manque la substance, il manque le trauma. Enfin, moi, je trouve, hein. Enfin, tu vois. Et parce que j'écoute ce que tu dis, Kefren, et du coup, je réfléchis en même temps et je me dis, ah, c'est vrai, c'est marrant parce que tout ça, c'est en surface. Et encore une fois, je me dis, ah putain, le plan quand il danse, ça, c'est super bien fait et tout. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt être ému, je sais pas moi, comme je sais pas moi dans Le Léopard ou un truc comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui est du fond, quoi. Que je me dise, putain, j'aimerais être là. Et là, en fait, je me dis, ah oui, comment il a fait son plan, en fait. Ah oui, les meufs sortent du champ. Tu vois, tu sors du délire, en fait, tu vois. Mais tout en ayant passé quand même un moment sympa. Je veux dire, je vais pas dire que j'ai détesté. Mais je pense que c'est là, je pense que ça serait super intéressant que le mec. Moi, je dirais, j'ai pas mangé une excellente pizza, je dirais, j'ai mangé la meilleure pizza du monde. Non, mais une pizza aux truffes avec 5 étoiles, si tu veux. La meilleure pizza faite par le grand chef étoilé. Mais c'est quand même pas. Pardon. Moi aussi, je suis d'accord sur Scott Pilgrim, qui est son meilleur film, parce que là, il y a justement la porosité dans laquelle je parlais, où malgré lui, il existe dans le film à travers tout le dispositif. C'est-à-dire, Scott Pilgrim, c'est super virtuose aussi, la manière dont c'est mis, la mise en scène, etc. Et la manière dont il exprime les émotions juste par les moyens du cinéma, c'est-à-dire même en faisant des combats de monstres, etc., pour montrer la jalousie ou des choses comme ça, c'est extrêmement bien fait et ça se comprend de manière parfaitement intuitive dans laquelle il est. Mais ça, pour moi, c'est son meilleur film. Mais même à l'époque où le film sort, c'est quand même pas le meilleur film dans ce genre, disons, de ce que peut être le cinéma. Parce que quand le film sort en 2010-2011, moi, je suis comme vous, je suis totalement dans le truc. En plus, j'ai l'âge du truc, j'avais 17 ans, truc comme ça. Je me suis dit, ouais, là là, Scott Pilgrim, c'est incroyable. Je ressens tout ce qu'il ressent, oh là là, c'est incroyable. Mais dans le même temps, il y avait 2 ans avant, ou 2 ou 3 ans avant, Speed Racer des Wachowski, qui s'inscrit dans le même type de rapport au cinéma, c'est-à-dire un cinéma du virtuel, un cinéma du réel augmenté, disons. C'est-à-dire on va utiliser les moyens les plus technologiques possibles pour revenir aux émotions les plus sincères, etc. Et Speed Racer, tout le programme des HSC, c'est de te dire, c'est pas que tu vas te dépasser, c'est que tu vas dépasser l'ensemble de la société. C'est-à-dire à la fin, Speed Racer, tous les moyens virtuoses des Wachowski te font ressentir que il faut aller au-delà de quelque chose, pas au-delà de toi, pas au-delà de tout, de la société. Ça, pour moi, ça, c'est un grand film. Scott Pilgrim, ça finit juste, il se dit, oui, tu dois te retrouver time. Je dis, bon, ben ok, c'est tout, en fait. Et je dis, toute cette virtuosité pour n'arriver qu'à ce petit truc. Mais ça reste quand même beaucoup pour Edgar Wright. C'est ça, le truc. C'est que pour Edgar Wright, je me dis, c'est énorme qu'il me fasse comme ça. Mais à l'aune de ce qu'est le cinéma, même à l'époque, je me dis, oh là là, ok. Et même à la limite, à la même époque, sort aussi Sucker Punch de Zack Snyder, qui est un peu un film miroir de moi, j'aime bien celui-là. Et Snyder, pour moi, travaille beaucoup plus justement ce troupe qui est même au cœur de toutes les références. Même dans l'imagerie. Ouais, même les meufs, pour le coup, elles sont. Oui, mais justement, le fait que justement ils prennent des femmes qui soient à la fois victimes et héroïnes du truc, je me dis,
on touche quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus trouble que Edgar Wright qui lui est toujours dans son petit truc. Et même si c'est génial quand il le fait dans Scott Pilgrim, ça reste quand même le petit truc du petit Edgar Wright dans son coin. Non, mais t'as raison, parce que seulement il fait, il fait des films agréables à traverser, à vivre en fait. C'est sympa. Mais après, mais je le ressors jamais avec une grande émotion après ces films. C'est-à-dire, à part peut-être pour Scott Pilgrim, mais tout le reste de sa filmographie, je me dis, c'était pas mal, mais bof, ça va, mais bon. Et c'est bien, quoi. On passe pas de. On s'ennuie, on s'emmerde pas. Il propose pas un discours qui est si bon, rien. On se fait pas chier, il dit pas trop de conneries, voilà. Mais il est dans son truc, mais dans son petit truc, quoi. Et même par exemple pour Sucker Punch, il y a beaucoup plus de troubles pour le même sujet. C'est-à-dire lui aussi te dit, ce sont des filles qui voient le monde à travers les jeux vidéo et les machins. Mais elle, c'est une question de vie ou de mort en fait. C'est pas le petit truc de oh ils vont le draguer là, etc. L'imaginaire qui a traversé toutes les années 2000, disons depuis la sortie de Matrix jusqu'aux années 2010, c'est-à-dire tout ce truc qui mélange les jeux vidéo, le comics, le manga, les films hongkongais, le giallo, tout ce que vous voulez. Tout ça, pour certaines personnes, c'est une question de vie ou de mort, cet imaginaire. C'est-à-dire c'est ce qui leur permet de supporter la réalité. Et ça, Zack Snyder le rencontre dans Sucker Punch. Je te dis, si elles n'ont pas ça, si elles n'ont pas tous ces livres, ces comics, en tout cas ces images, cet imaginaire, elles meurent en fait, elles sont mortes. Edgar Wright n'arrive jamais à ce niveau-là, c'est-à-dire même lui n'a pas conscience que c'est ça sa vie en fait. Et c'est Zack Snyder, un peu de manière virique, obligé de lui dire, écoute, c'est ça ce que tu fais, c'est ça dont tu parles. Et ça me rappelle un peu Alan Moore dans le comics, qui fait un peu la même chose, c'est-à-dire à chaque fois Alan Moore arrive dans des périodes du comics et dit aux autres auteurs de comics, en fait, vous parlez de ça, en fait. C'est de ça que vous parlez depuis 10 ans. Tous vos trucs qui tournent en rond, c'est de ça que vous parlez, en fait. Vous êtes coincé dans ça. Et je pense que Edgar Wright, c'est la personne qui est coincée dans le truc. C'est le mec talentueux, mais qui sait dessiner que la même histoire de Spider-Man, en fait. C'est marrant ce que tu dis, parce que... Non, mais c'est intéressant que tu dis, parce que moi, ça me fait penser à Guillermo del Toro dans le labyrinthe de Pan, tu vois, où pour le coup, c'est pareil, tu vois, t'as la guerre civile espagnole qui est traitée, et puis il y a derrière l'imaginaire de la petite fille, le conte. En fait, là, c'est un autre registre, mais je veux dire, ce que tu me dis me fait penser à ça, vraiment de transgresser, enfin, de supporter le réel à travers l'imaginaire, en fait, finalement. Et c'est vrai, en t'écoutant, voilà, je me dis qu'il reste, bon, je reviens à ce que je pensais tout à l'heure, c'est que pour moi, il reste effectivement en surface des choses. C'est-à-dire que c'est agréable, mais encore une fois, il n'arrive pas, peut-être qu'il n'est pas assez tourmenté, peut-être dans ça, j'en sais rien, moi, dans ça. Oui, mais, excusez-moi. Non, mais si, mais probablement, enfin, je comprends parfaitement ce que vous dites, mais le seul truc, moi, qui m'interroge, c'est pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'être tourmenté, encore une fois. En fait, c'est, pour nous toucher, en fait. Pour nous toucher. Bah ouais, mais moi, je suis touché, en fait. On laisse parler Bérez, je laisse lui aller jusqu'au bout. On laisse parler. Je suis touché différemment, si tu veux. Tu parlais de pizza. En fait, je sais pas, moi, toi, le meilleur film de Van Damme, c'est Kickboxer, pour moi, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec les pizzas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas forcément envie que Van Damme se mette à faire un film psychologique. Enfin, tu vois, il y a différentes catégories. Et du coup, Edgar Wright, il peut appartenir à cette catégorie peut-être plus légère, plus fun, plus pop. Mais en vérité, c'est le top du pop. Tu vois, j'ai pas envie que Cypress Hill se mette à faire du hardcore rock. Tu vois, ça me saoule quand ils font ça. Enfin, je sais pas. Non, mais, en fait, et du coup, je comprends pas bien pourquoi vous auriez envie qu'il change forcément un truc, puisque c'est son truc à lui, quoi. Tu vois, on n'a pas dit ça, hein. On n'a jamais dit ça. Si vous avez dit, il est coincé, il faudrait qu'il soit plus émotionnel. Non, c'est pas de ça, on n'a pas dit ça, hein. On n'a pas dit, enfin, moi, je sais. Nous, on lui dit pas ce qu'il devrait faire, nous, on lui dit ce qu'il est. Je ne vous ai pas interrompu, s'il parle de mon image. Juste une chose, quand vous prenez la parole, surtout les autres, écoutez, ne commentez pas, parce qu'en fait, on n'entend plus rien. Je vous le dis. Plus rien. On se croirait donc, ça devient compliqué. Donc, je laisse mes règles et ensuite, voilà, chacun d'entre vous. Non, c'est-à-dire que j'entends parfaitement ce que vous dites. Je peux comprendre, voilà, qu'on ait envie et qu'on soit frustré parce que son cinéma pourrait aller dans d'autres directions qui vous semblent peut-être plus intéressantes et qui le seraient probablement. Mais moi, ça ne me dérange pas foncièrement
d'avoir, je veux dire, le maître du pop, quoi. Tu vois, je me dis, ouais, c'est cool, je suis content, tu vois. Et effectivement, j'ai mangé la meilleure pizza du monde. Et moi, l'émotion, je la ressens par la maestria de la mise en scène, encore une fois. Et si il faisait des choses plus intimes, bah, peut-être que j'aimerais moins parce que je serais moins dans un tour de manège, quoi. J'aurais moins mon roller coaster. Et moi, c'est ça que j'ai envie quand je vais voir un Edgar Wright, quoi. J'ai envie de faire, ah, mais comment il a fait ce plan, quoi, tu vois. Et là, dans Last Night in Soul dernier, là, toutes les 30 secondes, j'étais en train de me dire, mais l'enfoiré, quoi, l'enfoiré. Et voilà, et ça me transcende assez en tant que voilà, metteur en scène en devenir, tu vois. Je me dis, mais putain, en fait, je vais rester chez moi et puis je vais rien faire, quoi. Alors, juste une chose, soit Kefren ou Foued, bah, vous réagissez, et moi je réagisserai en dernier, quoi. Voilà. Donc allez-y, je vous en prie. Alors, c'est moi Kefren ou ouais. Bon. Vas-y. Non, c'est par rapport à. Mais non, mais en fait, je comprends ce que tu dis parce qu'en plus, tu t'exprimes assez souvent sur le sujet où tu dis effectivement que toi, ce qui te plaît, c'est pas forcément le scénario, tout ça, c'est vraiment la réalisation visuelle, les beaux plans et tout ça. Tu le dis souvent dans tes vidéos et voilà. Et pour moi, Edgar Wright. C'est ce qui m'intéresse. Le scénario, c'est le truc quasiment le plus important. Mais je trouve que ça passe après la mise en scène. La mise en scène m'intéresse d'abord. Et ben moi, en fait, quand je vois son cinéma, j'ai l'impression que j'ai un grand chef étoilé de 5 étoiles, machin, qui te fait une pizza. C'est ça que je te dis, c'est qu'en fait, je sens un potentiel. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, que le mec à 50, 60 balais, il risque de nous pondre un vrai chef-d'œuvre, ou peut-être qu'il aura plus de vécu. En tout cas, il a les bases de faire un truc vraiment génial, à mon avis. Tu vois, parce que limite, tu me parles des kickboxers de machin, mais effectivement, moi aussi, j'adore voir des films fun et tout, mais je ne suis pas en train de me dire que Dwight Little, il va me faire un chef-d'œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Ces mecs-là, ils font des petits films comme ça et au revoir. Et tu vois, mais là, avec lui, tu dis putain, mais il a un potentiel de malade, ce gars-là. Il a pas énormément de choses, de profondeur, à mon avis, et ça va peut-être venir dans les prochains films. Pour moi, il est dans son parcours là. C'est ça que je dis, c'est que quand je te parle de pizza, bah ouais, moi j'ai kiffé. Mais je me dis putain, mais le mec, il pourrait me faire un plat de dingue et j'ai hâte de le goûter. C'est ça que je ressens moi. Voilà, c'est pour répondre juste sur ça. Mais Kefren, à vous, je vous en prie. Oui, mais moi je suis pas contre ce que tu dis. Mais moi aussi, mon rapport au cinéma est un rapport de l'émotion esthétique, comme tu le dis. Mais je m'en fous aussi du scénario. Mais justement, Edgar Wright n'est pas assez radical dans ce qu'il propose esthétiquement. C'est-à-dire, il le fait bien, mais il le fait pas assez bien pour que ça me touche au niveau où lui pense qu'il me touche, en fait. Parce que ce qu'il fait, c'est en germe, en fait, dans ses films. C'est-à-dire, ce qu'on lui reproche, c'est en germe dans ses films. C'est-à-dire, il pose des éléments qui nous laissent penser, même pas penser, justement, qui nous laissent ressentir par la mise en scène que ça va nous emmener dans par exemple, dans Last Night in Soul, dans les tréfonds du désir de cette jeune fille, ou pour Baby Driver, dans la radicalité de ce garçon face au monde, etc. Il met en scène ça, l'image nous met en scène ça, toute sa mise en scène, mais ça pour qu'au final, on soit dans un petit truc convenu. Et c'est ça qui me dérange avec Edgar Wright. C'est que je me dis, il va jamais au bout de ce que lui-même prétend être, c'est-à-dire quelqu'un de radical, de marginal, de quelque chose. Au final, je dis, tu n'es pas un marginal, tu n'es pas le punk que tu crois être, tu n'es pas le super rebelle que tu crois être. Tu es juste un petit mec qui a vu beaucoup de films et qui a du talent. C'est bien, c'est super génial, mais donc quand je vois ces films, j'ai le sentiment qu'à chaque fois, c'est pas qu'il me trahit, mais il me déçoit parce que moi-même, à chaque fois, à chaque début de film, de premier tiers de film, je me dis, c'est bon, il va nous emporter dans son grand truc, etc. Parce que justement, sa mise en scène me le fait ressentir dès les premières minutes. Et à chaque fois, il échoue à faire ça. Sauf dans Scott Pilgrim. Et dans Scott Pilgrim, il le réussit. Mais même quand il le réussit, c'est finalement un petit truc. Et tu parles de maître de pop, etc. Mais il y en a des grands maîtres du pop. Spielberg est un grand maître de la pop qui nous fait ressentir des émotions, les émotions les plus profondes même de la condition humaine, de tout ce que tu veux. Ça, Spielberg, il le fait pour le plus grand nombre. C'est-à-dire, c'est l'un des cinéastes. Et à la même époque, les Wachowski le font aussi. C'est-à-dire, c'est des gens qui digèrent toute la pop culture et vont dire au plus grand nombre, ils vont leur faire transmettre, vont leur transmettre des émotions comme ça qui dépassent même le cadre de la société, etc., qui
te bouleverse au point de te faire réfléchir sur ta condition, sur ce que tu es, sur ce que tu fais, sur ce que même tu as ressenti en regardant Matrix ou Speed Racer ou Sense8 ou tout ce que tu veux. Mais Edgar Wright, il met ça en germe dans la première partie de ses films, mais il n'arrive jamais au bout. Alors que ce qui nous fait mal, c'est que il aurait été comment dire, le seul à faire ça, on s'en serait contenté. Mais il le fait à la même époque que Wachowski, que Tarantino, que Fincher et que d'autres cinéastes qui sont sur le même créneau que lui, mais qui sont 1000 fois plus ancrés dans ce qu'ils sont et dans ce que est leur cinéma, et dans ce que pourrait être leur cinéma et dans ce qu'il est. Et dans ce que même pourrait être l'idée du cinéma. C'est-à-dire, si tu regardes les films de Spielberg ou même des Wachowski, c'est à chaque fois, on va repousser ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire, Hitchcock, il a fait ça, machin, il a fait ça, les Hongkongais, ils ont fait ça. Ok, on va faire ça, mais on va aller au bout de ça, on va aller dans le mouvement le plus radical possible parce que l'émotion qu'on veut transmettre est une émotion qui dépasse justement tout ça, qu'on doit aller plus loin à chaque fois. Et j'ai pas l'impression que Edgar Wright, c'est quelqu'un qui va aller plus loin. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se contente de là où il est. C'est très bien, mais à l'aune de ses propres œuvres, à l'aune de mon propre ressenti dans ses œuvres, ce n'est pas assez. C'est jamais assez. Attendez. Non, juste ne parlez pas en même temps. C'est tout ce que je vous demande. Je sais pas. Parce que sinon, j'entends. Non. Je après moi. Je disais juste, oui, probablement. Je préfère les Wachowski et Spielberg, hein, mais je sais pas. Enfin, je vous trouve. Enfin, je comprends quand tu dis qu'il reste un petit peu et qu'il pourrait aller plus loin. Oui, possible, mais je sais pas. Je trouve que en tout cas, moi, personnellement, ce qu'il propose et ce qu'il atteint me convient, moi, me touche. Mais vous êtes trois contre moi, c'est insupportable. Non, mais moi, je comprends ton ressenti, c'est juste que... Attendez, Fouad, non, là c'est Fouad maintenant. Je suis désolé, je suis un peu le flic, mais je vous assure, sinon on vous entend pas, sinon. Non, mais je rebondis parce que, en fait, pour moi, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que pour qu'il soit radical, il faut pas qu'il soit dans le confort. Or, ce mec, pour moi, il est dans une espèce de schizophrénie, où il est dans une logique où il écrit ses films et il est produit par des boîtes genre Working Title, mais il est distribué par des gros studios. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans un confort, le mec, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parle d'un mec lisse, il n'a pas de gros problèmes. Tu vois comment c'est dur de faire des films et tout. Alors bien sûr, il a fait son premier film, mais il avait quand même 9 millions de dollars pour faire son premier film, tu vois. Après, Scott Pilgrim, c'est 80 millions de dollars de budget. Ce que je veux dire, c'est que il est quand même dans un, moi je l'aime bien, mais il est dans un confort. Et le confort, c'est pas, alors tu vas me dire Spielberg et tout, mais bon, ces mecs-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont producteurs de leurs propres films, ils s'affranchissent des règles d'Hollywood. Et donc, ils font un peu des fois ce qu'ils veulent, vraiment. Et c'est des auteurs, surtout. Alors que là, lui, pour moi, il a pas cette prétention, mais en tout cas, sur le papier, c'est lui qui écrit ses scripts, il bosse, il explique dans une interview qu'il est jamais en contact avec les studios, il a un studio indépendant anglais qui fait la transition. Donc en fait, il est dans une espèce d'hybridation de la fabrication de ses films où il est quand même pépère, quoi. Il te fait quand même Baby Driver avec un putain de casting, il fait ce qu'il veut en fait, tu vois. Et donc pour moi, ce confort ne peut pas l'amener forcément, à mon avis, hein, dans la radicalité dont tu parles, Kefren. Ça va être compliqué, à moins que, je sais pas, il lui arrive un truc comme Snyder, c'est horrible, je ne souhaite pas, mais qu'il perde ça à un enfant ou un truc. Oui, mais non, là c'est peut-être. Non, mais tu vois. En fait, là, je pense que c'est un peu extra cinématographique, mais moi, je ne peux pas demander à un cinéaste de faire quelque chose que j'ai envie de voir. Ce serait con. Mais c'est de sa faute à Edgar Wright, c'est qu'à chaque fois comme le dit très bien Kefren, à chaque fois qu'il fait un film, il nous promet quelque chose. Et toi, tu te dis, tiens, c'est comme si en fait, il nous promettait une soirée extraordinaire et finalement, c'est une boum. Et tu dis, oui, mais moi, je suis pas venu à une boum. Je suis venu à une soirée. Et ça, c'est horrible. Et c'est terrible, c'est terrible. Tu vois, la séquence d'ouverture de Baby Driver, Baby Driver, elle est vraiment passionnante. Parce que il reprend un canevas, une configuration qu'on a déjà vu assez souvent, voire même récemment dans le film de notre copain, Nicolas Winding Refn, je ne sais pas si je l'ai bien dit, voilà, dans Driver, donc tu te dis, tiens, il va encore, et finalement, il est dans comme tu le dis Kefren, et comme tu l'as très bien dit aussi Mérage, il est dans une forme de radicalité assez incroyable, c'est-à-dire qu'il va décortiquer quelque chose qu'on connaît déjà, il va le dilater, et c'est passionnant, et tu te dis, tiens, si le film épouse le même rythme pendant plus d'1 heure et demie,
mais qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, il se passe que ça devient redondant constamment et tu t'aperçois qu'il n'a pas grand-chose à dire, lui, le personnage, les autres aussi, que leurs histoires, finalement, elles sont pas si extraordinaires à l'image de ce qu'il nous proposait dès le départ. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai eu un mot dur par rapport à lui, mais j'ai l'impression à ce moment-là que ça devient finalement extrêmement périmé, comme si le film était mort-né. Mais c'est de sa faute pour moi, parce qu'il nous promet quelque chose, il nous promet constamment des choses. Et Last Night Show, je suis désolé, je me disais quand je le voyais, oh là, il va peut-être se passer vraiment quelque chose d'assez radical et d'assez invraisemblable et qui en plus de cela est à l'image du monde dans lequel on vit actuellement où on est complètement déphasé entre le réel et la fiction, ne serait-ce que les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et je me dis ça va être passionnant. Mais c'est vrai que parce que peut-être parce que ça parle beaucoup de comment dire de la notion de sexualité et de désir, et finalement, il y a tout sauf du désir et de la sexualité, et les personnages sont complètement mais ça se voit, moi, je sais pas pourquoi vous vous attendiez, je sais pas pourquoi vous attendiez. Je m'attendais à rien, je m'attendais pas à grand chose, non, je m'attends pas à ça. Je vois que ça se voit, tu regardes la bande-annonce de je ne comprends rien, attendez. La bande-annonce, non, je te parle du film. Le film nous promet ça, nous promet des moments comme ça, le dédoublement de personnalité, tout ça, et on est dans un rapport très Hitchcockien, et là, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire de ça? Qu'est-ce qu'il va nous faire de ça? Moi, et finalement, ça se retient. Je trouve qu'on est dans une imagerie beaucoup plus douce et beaucoup plus pop, encore une fois, moi, je vois les images des actrices et tout, même la bande-annonce ou quoi, ou les trucs, tu vois, instantanément, je sais que je vais pas voir un truc trouble, quoi. Oui, mais ça te parle de ça quand même, ça te parle d'une nana qui... justement, ça parle de ça. Oui, mais je veux dire, je vais pas voir un film, d'accord. C'est comme, je veux dire, c'est comme un dessin animé où je vais voir un truc beaucoup plus coloré. Je vais voir un truc beaucoup plus bubblegum qu'un De Palma, tu vois. Je le vois, ou qu'un Dario. Tu vois, les mecs qui commençaient à me dire ça ressemble à un Dario, je fais ouais, ça ressemble à un Dario vite fait quand même. C'est-à-dire que on n'est pas du tout, il y a des néons, il y a du rouge et il y a du jaune et il y a du bleu, mais faut se calmer, juste, tu vois, ça reste quand même vachement plus, en surface, plus enfantin. Non, mais plus enfantin. Mais moi, je sais pas, c'est pas ça que je paye pas ma place forcément pour voir un film pour enfants. Oui, mais pour rebondir sur ce que tous les deux vous avez dit, moi je suis d'accord avec le truc enfantin, mais c'est que même et d'ailleurs je pense que vous avez tous des enfants, même pour même pour les trucs enfantins, et c'est-à-dire même pour les contes, il y a une dimension mystérieuse ultra flippante, c'est-à-dire et ce que par exemple qui a nourri le cinéma de Miyazaki, c'est-à-dire c'est des cinémas pour enfants, mais ça parle quand même de choses très lourdes, etc. Parce que les contes, ça sert à ça en fait, ça sert à transmettre aux enfants que bienvenue dans le monde, tu vas morfler mon gars, et c'est ça le conte. Et pour revenir, il y a des loups partout. Voilà. Et pour revenir sur ce que disait Fouad, sur sa comment dire ça? Je parle d'image. Sur sa conjecture, sur son dispositif de production, je crois aussi que c'est l'une des raisons pour laquelle ces films sont si confortables. C'est aussi parce que justement, il est dans une position confortable. Et si je veux comparer avec, par exemple, le Giallo ou même Polanski, des choses comme ça, c'est que comme dit Philippe Grandrieux, par exemple, c'est que le tournage, c'est déjà le film. Et donc, je pense que, justement, lui, il est extrêmement confortable et les films sont extrêmement confortables. Mais si on compare, par exemple, au Giallo, des choses comme ça, ce n'est pas des conditions de tournage confortables et que les Giallo ou les films comme ça mettent en scène leur propre création. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui sont perdues au milieu du regard des hommes. C'est littéralement ce qu'est l'industrie du cinéma à son paroxysme ou au pire, quoi. C'est-à-dire, l'actrice, elle est là chez Dario Argento, le lendemain, elle est dans un porno. Elle flippe, en fait. C'est ça le cinéma italien de l'époque. C'est-à-dire, on sait pas, et c'est ça que capte Dario Argento en même temps. C'est-à-dire, ce sont ces jeunes femmes qui sont mises dans des environnements où elles sont là, au centre de tous les regards, tout le monde les désire, des gens veulent les tuer, des gens veulent les posséder, et même le spectateur, par son regard, veut les posséder. C'est ce qui se passe qu'on met en scène. Et ça, c'est parce que c'est ce qui se passe dans l'industrie même où existe Argento, Lucio Fulci, tous ces gens-là, ou même De Palma. C'est-à-dire, c'est une industrie de prédation, etc. Et eux, ils mettent en scène ça. C'est-à-dire, à chaque fois, ils mettent en scène le cinéma dans leur cinéma. Et ils le mettent en scène à différents niveaux. C'est-à-dire,
il y a même un niveau de, comme tu le disais, Merej, dans Dario Argento, par exemple, de contes, de sorcières, etc. C'est parce que ça renvoie, comme le livre de Lewis Carroll, comme Alice au Pays des Merveilles, à ça. Et ça, c'est l'histoire du cinéma, en fait. Ça, c'est l'histoire du cinéma des actrices qui arrivent à Hollywood, etc., et qui sont perdues dans le tas, dans le désir, etc., etc. Et ça, Edgar Wright, justement, par ce que tu dis, par le fait qu'il est confortablement dans son coin, ne pourra jamais Non. Là, je suis d'accord avec Merej, là, pour le coup. Ah, Ça, c'est lié à c'est lié à une période de l'histoire du cinéma. C'est différent aujourd'hui. Vous pouvez pas comparer la manière. Oui, alors pourquoi essayer de refaire des films de l'époque aujourd'hui? C'est ce que j'essaie de dire. Vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez pas comparer la fabrication d'un film dans l'industrie du cinéma italien des années 70 par rapport à. Vous pouvez pas dire quand même, Edgar Wright, tu n'es pas. Oui, mais justement, alors pourquoi essayer de. Non, c'est pas pour ça. Oui, mais c'est pas ce que Samir, c'est que je dis, c'est pourquoi d'essayer de refaire du Giallo quand tu n'as pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Moi, je dis, pourquoi essayer de refaire du Giallo quand tu n'as pas. Pourquoi essayer de refaire du Giallo quand tu n'as pas les conditions de création du Giallo? Il ne refait pas du Giallo, il refait tout. Il n'y a pas que le Giallo qui refait. Mais il n'est pas dans les conditions, c'est-à-dire qu'il n'occupe pas la place. Il n'a pas ces questions-là, il est où? Mais oui, c'est pour ça que je dis que le film est raté dans sa genèse, c'est-à-dire dans sa création même, c'est déjà raté en fait. Pour moi, c'est déjà raté, c'est-à-dire par exemple, on retourne avec des cinéastes voisins, quand les Wachowski font Matrix, etc., ils sont ultra confortables, etc. Et Matrix est un film qui ressent ça, c'est-à-dire ce n'est pas quand ils refont des plans de films hongkongais, etc., ils le font pas comme les Hongkongais parce qu'ils sont pas à Hong Kong en train d'essayer de faire le plan à 2h du matin, etc. Eux, ils sont au studio Warner, ils ont tout leur temps, tout est dans le studio. C'est pour ça que Matrix ressemble à ça, malgré le fait qu'il trouve son origine. Alors que lui, il essaye de faire son film ressembler au film de cette époque, alors qu'on n'est plus dans cette époque. C'est-à-dire, il pourra aller plus loin, il pourrait être plus abstrait, il pourrait faire. Et ça, je vais comparer à, par exemple, 2 autres cinéastes français qui ont tenté d'aller plus loin. C'est Kate et Forzani, qui ont fait Amer et L'étrange couleur des larmes de ton corps, etc. Et eux, justement, ils prenaient acte de ça. Ils disaient, mais nous, on n'est plus, en fait, on n'est pas en Italie dans les années 70, on n'est pas De Palma à Hollywood dans les années 70, 80, etc. Nous, on est, nous, 2 Français, et elle est belge, je crois, qui avons vu beaucoup de Giallo, etc. Qu'est-ce qui reste de ça? C'est qu'il reste tout un tas de dispositifs, de signes, de symboles, de mise en scène, etc., qui poussent à l'abstraction. Et je me dis, ben oui, ils ont tenté quelque chose. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas refaire de toute façon. Ils ne pourraient pas refaire Suspiria, ils ne pourraient pas refaire Body Double, etc. Parce qu'ils ne sont pas dans les conditions de création de Suspiria ou de Body Double. On n'est pas dans la même équipe. Pourquoi essayer de réinvoquer? Il va rater de toute façon dans la genèse, il a raté. Mais non, il n'est pas vraiment dans cette optique de réflexion que tu veux lui donner. Et tu le compares à d'autres cinéastes qui réfléchissent autrement le genre. Lui, il est vraiment pas dans ça. Il est dans un globi-boulga, tu sais, il digère. Ce que l'on voit, c'est mais je lui donne pas, justement, je constate d'où vient son échec. Je constate d'où vient son échec. Je pense que l'échec vient des films, vient pas forcément comme dirait Fouad, des coulisses du rêve, des coulisses, quoi. Ça vient pas des coulisses. Mais non, moi, je crois que le tournage, c'est déjà le film. Je crois que le tournage, c'est déjà le film. Oui, chez certains cinéastes, mais pas chez lui. Et Fouad, qui est cinéaste, pourra le confirmer. Le tournage, c'est un peu déjà le film. Mais c'est différent. Le cinéma, déjà en France, Fouad, il pourra nous le dire, la fabrication est complètement différente. C'est totalement différent. Non, mais je sais, attends, moi, j'aimerais revenir sur cette notion de confort dont je parlais tout à l'heure, enfin, parce que j'entends ce que dit Kefren et tout ça, mais en fait, pour moi, il ne retient que l'aspect extérieur de la pointe de l'iceberg visible, c'est-à-dire juste la partie visuelle, mais pas le mouvement qui a permis de créer ces images. Donc, en fait, il le refait très bien avec brio, mais il n'y a pas de mouvement derrière, il n'y a pas d'histoire, c'est ça dont je parle. Donc, quand je parle de confort, c'est parce que, putain, j'ai adoré voir ce film de cannibale dans la forêt amazonienne. Bah, je vais le refaire, mais avec tous les moyens d'Hollywood, pépère, je vais le singer, mais je vais pas l'incarner. Ouais. Et c'est ce que je peux comprendre ce que dit Kefren, parce que, en fait, encore une fois, on parle d'un cinéaste que moi j'estime être à des milliards de kilomètres au-dessus de moi en termes de talent, et vraiment, j'insiste sur ce point. Mais c'est vrai que je vois ça, je me dis, putain, le mec, il est dans son évolution, et je persiste à dire que, voilà, on ne voit, il ne retient que la surface de plein de choses. Donc, effectivement, comme Merej ou même moi, hein, nous, on est
ce que certains appellent de la branlette de mise en scène, ben nous on kiffe parce qu'on dit putain mais il a fait ce plan, c'est dingue, c'est ouf et tout. Mais moi c'est vrai que j'aime aussi un autre cinéma, j'aime un cinéma qui m'émeut, moi j'aime bien sentir la larme arriver, j'aime bien quand je regarde certains films. Non mais je dis pas, Mireille, je dis pas que t'es pas comme ça, je dis juste moi je parle pour moi. J'ai dit dans ce film-là, j'ai trouvé le film brillant, super bien fait, mais j'étais pas ému, j'étais pas touché, alors qu'il y a certains films qui me mettent mal à l'aise. Par exemple, on aime ou on n'aime pas, mais quand je regardais Black Swan, par exemple, à un moment, j'étais mal à l'aise. Ou même Fight Club, qui est pourtant dans la phase de Fincher un peu plus visuelle. À un moment, quand il commence à faire cette milice un peu d'extrême droite, machin, putain, j'étais mal, je tentais dans la salle, tout le monde était mal à l'aise. Là, moi, je trouve que dans les films d'Edgar Wright, ça reste en surface, quoi. C'est-à-dire que c'est beau et tout ça, mais il n'y a pas. Et quand je parle du confort, c'est parce que le gars, il dit bon, ok, je vais te refaire ce moment, cette nana qui est dans un péril et tout, mais tout ça, c'est un peu comme au théâtre, c'est un peu du carton-pâte, c'est un peu. Et je comprends que ça te plaise, hein, mais c'est vrai que moi, je trouve que il peut. J'y suis sensible. Non, mais je comprends, mais moi aussi, je t'avoue que moi aussi, mais j'aimerais, je pense, hein, moi j'aspire à ce qu'il arrive à quelque chose qui me touche plus, qui me bouleverse plus, et peut-être qu'il faut, pour revenir à ce que disait Samir, qu'il se retourne vers son vécu, qui fait penser un peu à l'univers de Stephen King, tu sais, quand il évoque dans le dernier pub à la fin du monde, son rapport avec ses potes, sa peur de vieillir, la peur, et ce qu'il y avait dans Scott Pilgrim, tu vois, ce côté, mais merde, on sent qu'il parle de lui, tu vois, et ben, en fait, je pense qu'en parlant de lui, avec le talent qu'il a, le mec, il peut te pondre moi, ce que j'estime être un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui va me bouleverser, tu vois, qui va mais pas au sens visuel du terme, mais je comprends que ça puisse, mais au sens. Moi, je trouve que dans Last Night in Soho, il y a quand même une vraie réflexion sur la mise en scène et comment on fait un film et quel est le rapport à l'héritage des films. Tu vois, parce que Kefren, c'est marrant quand tu dis, voilà, il a parfait Suspiria, il n'est pas dans les mêmes conditions, etc., etc. Et en fait, le film, il dit un peu ça. Moi, il y a deux images qui m'ont marqué dans le film. C'est la première image, donc qui est pompée sur Inferno, où la nana, en fait, elle s'est fait une robe avec des papiers journal d'avant, quoi. Donc, tu sais, c'est comme si avec des éléments, d'autres éléments, en fait, il fabriquait un propre costume, tu vois, à un personnage. Ça, je trouve ça hyper beau. Et puis le fait aussi que la robe que va confectionner l'héroïne, en fait, finalement, elle est inspirée du passé, mais que lui, en fait, elle va pas la régurgiter telle quelle, elle va juste s'en inspirer et la faire évoluer de façon beaucoup plus pop, justement, tu vois, en faisant péter des couleurs et des machins et des trucs, un truc un peu plus néon, un petit peu moins, tu vois. Et du coup, je trouve que il y a vraiment ce truc-là, justement, de dire oui, je m'inspire des anciens, mais en même temps, faites attention, peut-être que la nostalgie c'est dangereux, quoi. Peut-être que l'ancien, voilà, c'est pas aussi incroyable que ce que vous pourriez penser. Tu vois, peut-être que nous aussi, cinéphiles, on a tendance à, tu vois, à glorifier un peu certaines périodes et à dire oui, ça c'est génial parce qu'on l'a vécu, etc. Et que finalement aujourd'hui ça paraît moindre. Et j'ai l'impression qu'Edgar Wright, il est là-dedans, quoi. Il est, comme tu disais Samir tout à l'heure, il est dans un truc de l'instantanéité et de son époque aujourd'hui, quoi. Il dit aujourd'hui on fait le cinéma comme ça, on en parle comme ça, les personnages sont comme ça, notamment le personnage masculin qui est très décrié là, le Black, voilà, qui est là, et on dit mais c'est quoi ça? Mais en fait, enfin voilà, c'est des films ultra contemporains en vérité. C'est ça qui est plaisant aussi, je trouve. Mais c'est marrant parce qu'en fait quand tu il essaye pas justement de refaire la même chose. Il essaye de s'en inspirer pour le faire vivre avec son temps, quoi. Je sais pas comment dire. Quand lui tu l'écoutes dans les interviews, effectivement, quand il parle du mouvement qui l'a amené à écrire ce scénario, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit moi voilà, j'aurais aimé vivre dans une autre époque, donc enfin le côté contemporain, nous on le voit comme ça, les références, enfin on dit que c'est un cinéaste moderne, mais lui en fait il se sent pas à la bonne époque, en fait, tu vois. Il dit moi je veux vivre dans le passé, et je trouve que finalement ça renvoie à ce qu'on disait par rapport à son passé, enfin au dernier pub, tout ça, c'est cette idée de je veux vivre dans une autre époque, il veut pas se confronter au réel, et le réel c'est aussi le présent, en fait. Pour moi c'est évident que il a un problème avec le présent. D'ailleurs c'est marrant, tu l'écouteras, il y a une interview sur internet où il parle du confinement et tu le sens complètement tétanisé quand il était comme on l'a été tous. Je veux dire, c'est l'anti-Ken Loach pour moi, le mec, tu vois. C'est en gros, il va pas se confronter au réel et tout ça, il va constamment
Non, mais Ouais, t'as raison. Ça. Non, mais c'est intéressant. Tu vois, mais du coup, il va le réécrire un peu comme Scott Pilgrim. Tu vois, il va le refaire à sa manière. Il va refaire une nouvelle architecture de son monde à lui. Mais c'est vrai que on sent que voilà, quand il fait Last Night in Soho, le mec, il aimerait vivre dans les années 60. Il aimerait que les nains soient habillés comme ça. Enfin, on sent. Ouais, mais en même temps, il dit attention quand même. Enfin, en même temps, il y a un truc de attention. Avant, c'était pas si cool que ça, tu vois. Il y a un truc comme ça quand même. Oui, mais c'est surtout c'est la fin de l'innocence en fait. Il dit en gros, quelqu'un parlait de ça tout à l'heure en disant que je sais plus, c'était peut-être Samir ou Kefren disait quand elle arrive dans la ville, d'un coup il se la prend en pleine gueule. C'est pour ça que le son est super fort et tout. On voit bien que la meuf à la fin elle est complètement restée toi. Elle est complètement désillusionnée. C'est Kefren, je crois. C'est Kefren. Ouais, elle est dégoûtée à la fin. Elle veut se barrer. Elle rêve d'aller à Londres, c'est son rêve. Et puis d'un coup elle arrive, elle se l'est pris dans la gueule. Elle a qu'une envie, c'est de se casser. À la fin, c'est trop violent, c'est trop décevant. C'est le réel. Et donc finalement, encore une fois, il nous dit ouais, le réel c'est pourri en fait, ça m'intéresse pas. Moi, le dernier pub avant la fin du monde, c'est pareil aussi. Tu sais, ce truc de dire avant c'était mieux. Et en fait, si tu fais un petit effort, ça peut être bien aussi maintenant, tu vois. Ouais. De la même façon, je trouve. On peut pas éternellement, malheureusement. Mais peut-être Kefren, vas-y, je t'en prie. Ensuite, on arrêtera là-dessus. Vas-y. Oui, non, mais pour abandonner ma piste sur la création, voilà. Mais et pour revenir sur le film, ce que dit Fouad, oui, c'est vrai, mais c'est vrai si ça se tenait dans le film, parce qu'en réalité, à la fin, elle ne quitte pas Londres, en fait. Non. Elle ne quitte pas Londres, elle reste à Londres et ça se finit une fin Disney Channel, en fait. Elle voit ça dans le miroir et ça lui dit super, tu as réussi. Et elle dit merci, j'ai réussi. Je dis ah bon. Il y a même marqué paradis. Non, mais t'as raison. C'est-à-dire ça. Elle a vécu une expérience qui lui a révélé les tréfonds de l'âme humaine en mode une femme qui a tué tant d'hommes, etc. Pour qu'à la fin, elle soit juste voir sa mère, ah bravo, tu as fait la robe, j'ai fait la robe. C'est complètement fou. Et justement, c'est ça qui me dérange. C'est comme à la fin de Baby Driver, il va en prison, quoi. Il se dit, oh, bah, j'ai vu tout ça, je vais aller en prison maintenant. Voilà, il rate ses fins, il fait des fins pétard mouillé. Ça me rappelle les films de Judd Apatow où justement ce sont des personnages de marginaux qui veulent être normaux. Il n'y a rien de plus chiant que ça, je dis. Tu nous plonges déjà dans l'univers marginal, tu nous montres l'amour de la marginalité pour nous dire à la fin, non mais finalement, quand même, il faut se ranger. Je dis, bah, c'est en contradiction même avec les références que tu invoques. Et en plus, à un moment, il y a dans la scène du bar de Inferno, justement, c'est le seul moment où il ne passe pas une chanson des années 60. Il passe Happy House de Susie and the Banshee, qui est une chanson des années 80. Et c'est le seul moment qui représente l'horreur. Et je lui dis, mais c'est bizarre que les années 80, ça représente l'horreur. Jeunesse. Et spécialement Happy House de Susie and the Banshee, qui est le punk, qui sont les vrais marginaux et pas ceux qu'il essaye de faire. C'est bizarre que le seul moment où la vraie marginalité intervient dans le film, c'est pour dire à la meuf qu'elle va trop loin. Je dis, c'est quand même étrange ce qui se trame dans le dans le cinéma de Edgar Wright de plus en plus. Parce que ça décide d'aller en prison. Après, oh là là, ça va trop loin, Suicide Banshee, etc. Puis c'est très étrange comment ce monsieur vieillit. Il est très lisse. Pervertis-toi, Edgar, pervertis-toi. Mets-toi un peu debout, hein, voilà, arrache-toi les cheveux comme ça. Ouvre un porno, fais quelque chose, merde. Il joue au méchant. Je dirais juste que il y a un espace poreux entre être nostalgique et être réactionnaire, et j'avoue que je ne sais plus où est Edgar Wright dans cet espace. Moi, je sais pas s'il il est un peu comme Judd Apatow. On va arrêter là-dessus. Et bah si, malheureusement. En plus, vous évoquiez le problème qu'il a peut-être avec le réel, et j'ai envie de vous dire, après, j'ouvre une question ouverte, et on y répondra la prochaine fois avec son prochain film, on se retrouvera tous les cas. Est-ce que c'est peut-être pas forcément, il a peut-être pas forcément un problème avec son propre réel, ce qui est totalement différent du réel que de son propre réel. Ça, on verra ça plus tard. Je répète, 2004, c'est Shaun of the Dead, 2007, Hot Fuzz, 2010, Scott Pilgrim, 2013, Dernier pub avant la fin du monde, 2017, Baby Driver, 2021, Last Night in Soho, mais aussi ce documentaire sur les Spark Brothers. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est sympathique. Il faut pas oublier la série télé. Hein. Les allumés qui a été en 99, Spaced, avec Simon Pegg. Ouais. Merci Kefren, merci Merej, merci Fouad. C'était comme le cinéma d'Edgar Wright, c'était frustrant. Ça trop J'ai envie de dire, c'était à cette image.
comme un pot de Nutella. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était vraiment un plaisir. Et peut-être on se retrouvera pour parler encore de Edgar Wright qui peut-être va nous épater pour son prochain film. Mais là, pour le coup, je crois que c'est la première fois que j'attends avec impatience le prochain film d'Edgar Wright après vous avoir entendu. Là. Donc, le pari est gagné. Vous l'avez réussi. C'est bon. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Bonne journée. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and